Bonjour Laurence Wauquiez. Oui, bonjour. Ravie de faire ta connaissance parce que je te connaissais absolument pas. Bah écoute, c'est grâce à Nicolas. Hein. Merci Nico. Merci Nicolas. Donc on est au 7e sommet citoyen, tu es à Braine-l'Alleud, tu es venu faire une conférence. Voilà, qui s'est déroulé donc ce matin, qui s'intitulait l'écologisme, covidisme, terrorisme, comment la philosophie permet d'être acteur. Hein, et donc permet d'être acteur, ça veut dire permet d'être citoyen. Donc c'était parce qu'en fait je prépare un livre, que c'est Nicolas qui avait déjà assisté à une de mes conférences, déjà pour se poser la question qu'est-ce qu'on fait du covidisme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ces mesures sanitaires, politiques, coercitives par rapport à l'écologisme quand on voit bien qu'il y a le même tronc. Moi, je ne suis pas scientifique, donc je ne vais pas avancer des positions qui, sans doute, sont tout à fait exactes. Mais moi, ce qui m'intéresse de montrer, c'est l'état d'esprit, à la fois l'état d'esprit scientifique, qui est un état d'esprit qui pose des questions, et en même temps un état d'esprit philosophique qui permet de s'interroger à chaque fois par rapport à ça et savoir qu'on ne sait pas. En fait. Donc, alors, c'est le mode operandi qu'ils utilisent à chaque fois pour nous faire croire en quelque chose. C'est ça Il y a ça, et puis il y a quand même dans l'idée, parce que on se retrouve dans des situations où on est dans des divisions, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui savent, notamment pour le Covid, ou aussi par rapport à l'écologisme, qui savent que le CO2 est un fertilisant et pas un polluant, et de l'autre, il y a des gens qui croient savoir. Alors, qui impose peut-être consciemment une théorie. C'est-à-dire que comme ils croient savoir, ils sont dans une forme de religion qui peut aller jusqu'à un fanatisme. Donc quand on doute, ce qui est quand même le fondamental, rappelons quand même qu'on parle d'écolo-sceptique comme étant une critique. Alors que fondamentalement, être sceptique, bah, c'est justement avoir un état d'esprit sain qui interroge, un état d'esprit évidemment scientifique, c'est quand même la base que de douter, et aussi un état d'esprit citoyen, se poser des questions, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, qu'est-ce que je peux proposer par ailleurs, voilà. Moi j'ai remarqué en fait qu'effectivement il y a certaines croyances et certains faits qu'on ne peut pas remettre en question, clairement. Qui sont demandés à ne pas être mis en question. À tel point qu'on peut créer des lois. Oui. Je vais prendre l'exemple tout simplement quand on parle du juif, tu ne peux pas aller contre l'histoire qui a été dictée. Alors là, tu attaques un sujet. Ah oui, directement, moi. Moi, c'est tout ou rien. Un sujet, alors qui n'est pas nouveau, hein. Il y a toujours eu un problème. Moi, j'avais un ami policier qui, je parle de ça maintenant, en 2010, qui me dit il ne faut pas parler des Juifs, il ne faut pas dire à la Palestine c'est triste ce qui leur arrive, etc. Même, c'était mal vu. Oui, mais attends, il y a une loi, là. On en est au stade où on ne peut pas, parce que c'est antisémite. Et en plus, on a Trudeau qui s'avoue être sioniste, ce qui est quand même assez effarant, quand on sait ce que ça peut supposer comme déviance, comme non-acceptation des goy. Ça peut aller très très loin. Donner peut-être la traduction, en tout cas l'image qu'ils ont des goy, parce que bon, je veux dire, parfois certains auditeurs ne connaissent pas. Je veux dire, on a dans des écrits qui disent sacré, ils considèrent toutes personnes qui ne sont pas juives comme pire que des animaux. Donc, ils sont moins respectés que les animaux. Donc, on va jusqu'à un extrême de... Et en plus, les premières victimes de ce genre de position sont quand même les juifs. Oui. C'est un peu comme quand on a accusé, enfin avec l'islamophobie, les premières victimes, c'était les musulmans. Tout ce qui est wokisme, de toute manière, tout ce qui est petite structure qu'on met en avant comme ça pour plébisciter, genre les transgenres, l'homosexualité, etc. C'est eux qui sont victimes. Exactement. Ouais. Exactement. Non seulement ils sont victimes, mais en plus ils sont encore plus reclusés dans un champ de l'ignorance. Est-ce que les gens savent ce que c'est? Parce que bon, ça fait partie de mon sujet philosophique sur l'identité. Et que moi, je parlais de transsexuel. Parce qu'on disait transsexuel au niveau médical, ça arrivait, c'était quelque chose de très rare. Et effectivement, des gens qui, très très rares, avaient vraiment besoin de changer. Voilà. Et là, de changer au niveau organique, proprement dit. Mais c'était extrêmement rare, en plus avec des opérations qui sont quand même très hasardeuses au niveau du résultat. Mais bon, on peut supposer qu'effectivement, on n'a pas à décider ça, surtout que c'était par rapport à des adultes qui décidaient de le faire. Exactement. Voilà.
Et en 2017, quand je finis cet essai sur l'identité de sexe, justement, j'ai quelqu'un qui me dit « Ah, mais on dit plus transsexuel, on dit transgenre ». Je dis « Mais c'est pas pareil, transgenre, parce que changer de genre, c'est changer un papier à l'état civil. » Donc, ça n'a aucune incidence sur les organes génitaux, ça ne suppose pas ce que j'estime être une mutilation sexuelle. Donc, et pourquoi on change? Pourquoi, quand on dit transgenre, on suppose qu'il y a quand même mutilation sexuelle? Non, c'est pas du tout les mêmes termes. C'est ça. Donc déjà, il y a un problème. On en a parlé tout à l'heure, qu'au niveau du vocabulaire, il y a déjà un problème. Ils utilisent certains mots qui dénaturent. Et qui banalisent aussi. Qui banalisent, effectivement. Qui banalisent des situations. Enfin, moi, je suis absolument contre les mutilations sexuelles. Et d'autant plus que quand j'ai écrit cet essai, donc qui n'est pas encore publié, j'étais très déroutée par ce qui se passe pour les nourrissons intersexes. Faut savoir que comme il y a cette idée qu'il faut qu'un enfant soit garçon ou fille, qui met dans l'embarras des parents dans les gonades, donc le sexe apparent n'est pas identifiable, les médecins poussent à décider et à faire des mutilations sexuelles qui vont durer des années, des opérations qui vont durer des années, des opérations, voilà, des traitements lourds et des opérations qui vont réparer de précédentes opérations, des choses assez violentes. Et en France, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais je pense qu'il y a à peu près des lois équivalentes, et si ce n'est pas les mêmes, nous condamnons les mutilations sexuelles. Et pourtant, c'est bien ce que faisaient des médecins dès la naissance sur des nourrissons. Donc de surcroît, quand on voit qu'on appelle ça des transgenres, quand en réalité c'est des gens à qui on oblige à choisir, à se positionner, à se positionner en disant bah, tu vas changer tes organes génitaux, c'est irréversible. Et sur des préados, mais c'est consternant. Pourquoi faire? Et est-ce que en faisant de l'organique fabriqué, est-ce que vraiment on devient quelque chose? Est-ce que l'organique va te faire devenir garçon? Donc, est-ce qu'on est obligé de passer par une opération pour se sentir homme ou femme? Ben voilà, est-ce qu'à 12-13 ans, est-ce qu'on a besoin de rentrer dans un schématisme aussi marqué, quoi? On est bien d'accord que là, ils ne sont pas matures, et au niveau de la sexualité, on sait que les adolescents ne connaissent pas, je veux dire, encore leur attirance. Au final, c'est un peu plus tard. Parce que jeunes, on a tous testé, je veux dire, oui, on est un peu dans la recherche de soi. Et puis finalement, est-ce qu'on n'est pas toujours aussi dans la recherche à pas tout de suite s'abîmer le corps, quoi? C'est quand même sacré, le corps. Enfin, il me semble, en tout cas, c'est pas ça qui devrait déterminer des opérations irréversibles. Alors, donc ça, c'est sur tout ce qui est genre. Enfin, c'était pour montrer comment des mots allaient banaliser des choses qui ne sont absolument pas banales et qui recouvrent des situations, encore une fois, irréversibles. Et toi, tu penses qu'en fait, la philosophie pourrait être un atout et un outil important pour pouvoir remettre en question certaines croyances qu'on essaye de nous imposer, donc en utilisant notre réflexion et déjà, alors il y a plusieurs choses. Il y a se poser des questions, mais aussi accepter de ne pas savoir et laisser les choses en jachère, en fait. Hein. Il n'y a pas de vérité absolue. La science ne donne pas de vérité absolue. La médecine ne donne pas de vérité absolue. Donc voilà, elle permet de s'interroger, et surtout le philosophe qui s'interroge et qui montre son cheminement amène tout à chacun aussi à voir son cheminement et à s'interroger. Ça veut dire de ne pas généraliser. Pas généraliser, puis pas surtout prendre tout pour argent comptant et attendre que d'autres soi-disant sachant mieux que soi vont décider pour soi. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas justement se dire que nous sommes tous capables de choisir pour nous-mêmes et que nous n'avons pas besoin de cette influence extérieure pour pouvoir déterminer si c'est bon ou mauvais pour nous? En tout cas, cette influence extérieure, à qui sert-elle? Elle sert à des politiques uniformisatrices, enfin en tout cas qui nous mettent comme des objets sur des rails, en réalité. Sur des rails. Voilà, sur des rails, sur des objets, à être des obéissants. Et ça n'est pas des humains. Donc c'est un outil pour toi, donc ce scientisme, ce covidisme, c'était le écologisme. Écologisme, tous les noms un peu en isme. C'est isme, hein, ouais. C'est un peu cette idée de manipulation. C'est du dogme. C'est du dogme. C'est une nouvelle religion.
Voilà, il y a la aussi le religion des scientisme. sciences. Voilà, la religion science religieuse. Et en plus, ce qui est assez étonnant, c'est que plus notre technologie, notamment le numérique, l'intelligence artificielle, qui peuvent être des outils très intéressants, plus la technologie est comme ça puissante, plus on recule puisqu'on cherche de la prédiction. On cherche à prédire quelque chose qu'on ne peut prédire puisque c'est imprévisible. Donc, au lieu de voir le terrain, donc l'observation et l'expérimentation, ce qui est le tournant du XVIIe siècle, ce qui est la science moderne, en fait, on balaye tout ça pour revenir presque à presque des superstitions de prédiction. C'est étonnant. Alors que la technologie devrait pouvoir nous libérer de certaines choses, nous faire à la fois aller plus vite pour gagner du temps, pour plus de plaisir, pour plus de réflexion, pour plus d'être, et ben paradoxalement, au contraire, ça nous fait reculer. Ouais, ça nous fait reculer. Ouais. Peut-être nous donner un petit peu qu'est-ce qui t'a poussé à faire ces recherches-là. C'est tes bases. Tu as quoi comme base alors moi j'ai plusieurs bases. Déjà au départ, moi je viens de la publicité. Donc manipulation de masse. Voilà, publicité, relations publiques. Après j'ai une formation de direction d'acteurs et de comédiens. Je viens du cinéma. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que la construction du personnage nous permet donc de voir que on peut être multiple, en fait. C'est de supposer une circonstance qui va faire évoluer qui l'on est. D'ailleurs, on a vu comment le Covid a fait évoluer les gens dans certaines directions. Donc, les circonstances créent le personnage. L'adaptation, c'est le côté s'adapter à l'environnement dans lequel on vit. Peut-être inconsciemment même. On découvre que dans certaines circonstances, des gens révèlent certains profils et pas d'autres. Donc, en fait, dans la direction d'acteur, c'est de bien définir les circonstances pour faire naître un personnage. Donc, tu penses qu'en fait, on a créé des circonstances pour faire cheminer les gens vers... oui, y a ce qu'on connaît du nudge, notamment. L'ingénierie sociale. Voilà, c'est la personne elle-même qui s'aliène. Et elle le demande. C'est pour rentrer dans les cases, c'est pour être dans l'ensemble de la société. C'est parce qu'on lui a dit que c'est bien, que c'est pour son bien, que c'est quelque chose qui est pratique. Regarde comment on se retrouve à faire toutes les démarches administratives par Internet, etc., soi-disant parce que c'est plus pratique. Oui, c'est pratique, sauf quand ça bug, sauf quand finalement la demande n'est pas prise, sauf quand tu as un cas particulier, comme nous sommes très souvent des cas particuliers. Exactement. Donc on se retrouve à accepter d'autant plus et même à faire du zèle parce qu'on pense que c'est plus pratique, que c'est mieux. Enfin, c'est certaines personnes qui pensent ça. Mais personne n'est complètement protégé à se retrouver dans des aliénations. Hein. C'est ça aussi que permet la philosophie. C'est au lieu de juger en disant il y a des gentils, il y a des méchants, hein, on s'aperçoit que soi-même on peut être pris aussi dans certaines choses et pas forcément juger l'autre, mais voir que il a accepté telle et telle chose parce qu'il lui manque soit des informations, soit parce qu'il est persuadé de savoir, parce qu'il regarde les médias qui suit tout simplement des ordres qu'on lui donne par les médias. Par les médias, oui. Par les médias, par les autorités, par leurs responsables. Par culpabilité. Par culpabilité. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Effectivement. Sujet intéressant. Donc voilà, donc ce parcours-là, et puis après, donc pour faire de mes scénarios, après j'ai écrit des romans, et puis c'est vrai que je m'intéressais beaucoup moins à la politique politicienne, mais quand Emmanuel Macron en France donc est arrivé en 2017, et que déjà lors d'une émission avec Élise Lucet, il avait dit que la politique, donc ça c'était en mars 2015, il était déjà ministre du numérique, un programme, que pour lui la politique c'était faire des discours. C'était quand même très inquiétant que ce soit ce monsieur qui se retrouve à la tête du pays. Hein, des TikTok régulièrement. Voilà. Et d'ailleurs il n'a pas menti. Un des rares présidents qui fait autant de TikTok comme ça. Oui, là il nous fait tout. Il nous a fait aussi l'IA où il nous a montré comment il trouvait tout un tas de personnages. C'est assez inquiétant parce que c'est évidemment pas la place d'un chef de l'État. C'est très décrédibilisant, c'est très fragilisant. C'est insécurisant pour le peuple aussi. C'est insécurisant aussi pour tous les pays de l'UE parce qu'il y a quand même des traités qui font que tout est lié. Donc, j'ai commencé à faire ces billets d'humeur qui étaient au début une figure de style avec l'aphorisme.
et c'est devenu tellement, il s'est passé tellement de choses. Donc Oui, les nous, on thèmes a eu étaient récurrents. les gilets jaunes déjà. La solution, c'était de faire des réunions avant de faire des tirs LBD, pardon. Voilà, et effectivement, au fur et à mesure, ça a alimenté, ça a alimenté. Après, ça a été publié par François, puis là maintenant c'est dans Nexus. L'idée, et ça c'est pareil pour la philosophie, c'est que les gens s'approprient la politique, quelle que soit au départ leur position, qu'ils soient pour ou contre, ou qu'ils se posent des questions. C'est pas prendre les gens frontalement. C'est vraiment amener à voir ce qu'à mon sens devrait être la vraie politique, la vraie gouvernance d'un pays. C'est-à-dire de responsabiliser chacun à être acteur et interprète, pouvoir interpréter à sa manière, et ne pas être influencé d'une manière quelconque par là, c'est des politiques de masse. Hein. Oui, c'est la propagande de masse. Mais alors, toi, tu es en train d'utiliser des outils pour justement essayer de libérer la population de cette propagande de masse, puisque toi, tu es bien amené à savoir ce que c'est, puisque on sait très bien que c'est le neveu de Freud qui a commencé la publicité, et que Freud, quand on voit ce qu'il a fait, sa manière d'agir, même vis-à-vis des femmes, etc., c'était pas quelqu'un de particulièrement sain. Et donc, son neveu a suivi un petit peu la norme en allant gratter un peu dans la publicité et de montrer... c'est fascinant la publicité parce que ça permet de comprendre à quel point le psychique... Nous sommes fragiles, c'est notre force et notre faiblesse. C'est beau cette fragilité. Mais c'est aussi, c'est ça qui nous met en lien, mais c'est aussi ça qui nous fait marcher avec des bottes, quoi. C'est ça. Beaucoup trop de gens ont marché là-dedans. Il y a aussi autre chose, j'en ai pas parlé là, mais ce qui a fait les gens marcher, c'est aussi de croire que c'était provisoire. Oui, c'est vrai. Et quand c'est provisoire, on se dit bon allez, je vais tenir, je vais accepter ce truc-là, mais ça va. Voilà. Mais ils font ça à chaque fois. Voilà, comme l'état d'urgence. Exactement, aussi, oui. On croit que c'est provisoire. Et alors, tiens, dans le livre de Jérémy Mercier justement, j'avais oublié parce qu'on oublie et on a besoin d'oublier pour faire rentrer du nouveau. Hein. En fait, en réalité, pour nous en France, je ne sais pas si ça a été pareil aussi en Belgique, le confinement devait durer 15 jours. Et ça traînait, et puis on a refait. Et il recommençait, et recommençait. Mais tu sais, ça me fait penser aussi la même chose. Le 11 septembre, on avait, à l'époque, si tu te souviens, on prenait des cartes de téléphone, on n'avait pas besoin de donner notre carte d'identité. Donc moi, au départ, on nous a dit, pour votre sécurité, on va quand même, il y a quand même, on va mettre l'obligation de donner sa carte d'identité, mais ça avait l'air d'être au départ provisoire. Et puis, en fait, ça s'est installé. Et ils créent des circonstances, effectivement, où ils disent, oui, on va mettre ça en place, mais c'est juste pour votre sécurité. C'est temporaire, hein. Oui, alors les gens acceptent, puisque c'est temporaire. Ouais. Sauf qu'en réalité, une fois que le pli est pris, et puis de toute façon, une fois que c'est installé au niveau légal, quoi qu'en fait, une loi, ça peut se retirer. Hein. Mais de toute manière, ils les ont changés. 49.3 à tout bout de champ, de toute manière, quand c'est pas accepté, on la force. Et le problème, c'est qu'on pourrait faire la même chose. Voilà, dire qu'à un moment donné, on n'obéit plus. Hein, des lois qui ont été quand même un peu malmenées, parce que ça ne correspond plus, effectivement, à ce qu'on avait pris comme convention au départ. Ah ben non, là c'est sûr qu'on n'est plus en démocratie. La Constitution, etc., elle est complètement... Ah ben oui, ça semble très intelligent de mettre le droit à l'avortement dans la Constitution. Il faudra qu'on explique l'intérêt, tout en étant tout à fait pour ce droit, mais qui ne correspond pas du tout à ce que devrait être la Constitution. Là, on y met tout dedans. On ne devrait pas la changer, logiquement. Et normalement, on ne devrait pas la changer. Alors là, en plus, on a Ferrand qui est arrivé, qui veut la changer pour permettre un troisième mandat. C'est élastique, c'est devenu élastique. Voilà, et puis bon, évidemment, comme on n'a pas un conseil qui permet effectivement d'être un garde-fou, parce que tout ça n'aurait pu exister si tous les garde-fous, si toutes les digues n'avaient pas sauté. Parce qu'il y a certaines lois qui sont là et qui ne sont pas respectées justement, et c'est pour ça qu'on dit que parfois toutes les lois ne sont pas mal faites. Il y a des lois qui sont bonnes et qu'on devrait conserver. Et puis qui sont matière à interprétation, donc qui permettent une certaine souplesse. Dans le bon sens. Oui. Et là, à l'heure actuelle, en fait, il n'y a plus ce garde-fou. Non, il n'y a plus. Donc, effectivement, on se retrouve avec des gens qui sont aux manettes dans
tous les pays de l'UE qui, on a l'impression, puis alors, En roue libre. Voilà, en roue libre avec van der Leyen, qui n'est pas élu. Oui, c'est ça. Qui et qui a des problèmes avec la justice, et qui a décidé de ne pas se faire juger par un tribunal belge, et qui a décidé que non, c'était l'Europe qui devait la juger, sauf qu'elle est la responsable de l'Europe. Donc il y a un peu un conflit d'intérêts, et donc quand on me parle de séparation de pouvoir, j'ai juste envie d'éclater de rire, bien évidemment. Donc, voilà. Ouais. C'est une belle réflexion, et je pense que les gens devraient reprendre effectivement leur autonomie de réfléchir par eux-mêmes et de voir à quel point cette manipulation de masse est constante. Et comme tu dis, ça passe de la publicité, mais à la politique, en passant par les sciences, en passant par tout, par la protection. Et cette autonomie, elle passe par décider un début de prise de risque. De se dire peut-être je vais me tromper, mais d'oser quelque chose. Quelque chose de différent. Et quelque chose de différent. Parce qu'en fait, il y a aussi cette peur de mal faire, etc. Et plus on a peur de mal faire, moins on fait les choses. Hein, c'est un peu comme quand ça reprend sur les phobies. Il paraît que quand, par exemple, on a phobie d'araignée, enfin, moi, j'ai pas de phobie d'araignée, mais qu'il faut oser, ou la phobie des transports, faire un premier pas à dire ok, ça marche. J'ai survécu. Ouais, j'ai survécu, etc. Et sortir donc, de sa zone de confort. Voilà, l'autonomie, c'est décider peut-être de se tromper, mais de faire. Accepter que c'est tout à fait possible de se tromper, c'est pas grave. En fait, au final, on n'en meurt pas. Voilà. Oui, non, mais j'aime bien toujours cette souveraineté personnelle. Je sais que moi j'adore. Mais... C'est un mot que je respecte énormément, oui, parce qu'il faut reprendre effectivement notre pouvoir décisionnel, notre pouvoir d'être un humain. Avec pas une marchandise. Ouais. Ah oui. Merci beaucoup, Laurence. Écoute, je t'en prie. Merci.